Est-ce que Stéphane te dit il faut la distance que tu peux bouger Non. ici? Jusqu'à ton ordi, mettons. Mais Comme ça, je suis correct? on serait prêt, je pense, pour commencer, tout le monde. Oh, mon petit micro. Oui, je vais mettre ça plein écran. Ou pas. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce troisième rendez-vous Innovation Recherche de la session d'automne. Donc, ce midi, on est dans le domaine plus des technologies minérales, si je peux dire ça. Dans le fond, les deux premiers rendez-vous Innovation-Recherche étaient complètement dans d'autres domaines, des domaines différents. On a passé par la littérature autochtone. Le deuxième rendez-vous était en lien avec la chimie pharmaceutique. Donc là, on touche à un troisième domaine complètement différent. Encore une fois, ce midi, il y a un enseignant qui a accepté d'amener ses étudiants pour la présentation. Donc, merci beaucoup pour la collaboration puis d'avoir invité les étudiants à participer à la présentation. Je vous présente notre présentateur de ce midi, donc Jean-François Grenier. Je vous fais sa bio. Dans le fond, il est diplômé de génie géologique à l'Université Laval et il a complété une maîtrise en sciences de la Terre à l'Institut national de recherche scientifique au Centre Eau-Terre-Environnement. Il est chargé de projet dans le secteur minéral au Centre de recherche Coalia depuis près de 5 ans. Au centre, il a participé à de nombreux projets du secteur minéral, puis il a été impliqué dans le développement de projets et d'essais touchant la géochimie environnementale en domaine minier. Donc, sa présentation d'aujourd'hui s'appelle « Environnement minier, anticiper la qualité des eaux ». Ça va être une présentation d'à peu près 20-25 minutes avec une période de questions à la fin. Donc, vous pourrez vous adresser à Jean-François là, si vous avez des questions. Je te passe la parole. Là. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Comme Mme Hébert vient de dire, là, je vais faire une présentation sur l'environnement minier, donc anticiper la qualité des eaux. Je suis chargé de projet chez Coalia depuis maintenant 5 ans. Bref, plan de la présentation, je vais faire un cheminement là, un peu pour que vous compreniez un peu intuitivement les essais là, que je vais vous expliquer vers la fin de la présentation. Donc, en début de présentation, je vous ferai part des définitions principales là, qui existent là, sur ces thèmes-là. Ensuite de ça, je vais vous parler du drainage minier acide avec une présentation de quelques exemples là, à travers le monde et au Québec. Ensuite de ça, je vais vous parler de l'encadrement législatif réglementaire au Québec, un bref survol. Puis ensuite, je vais tomber avec les essais statiques et cinétiques qui sont utilisés pour essayer d'anticiper la qualité des eaux minières. Puis je vais faire un bref survol là, du projet FRQNT qu'on fait avec notre partenaire Troilus Gold. Vous montrer les quelques essais qu'on fait avec eux. Puis finalement, je vais faire une conclusion sur le sujet. Donc, les définitions. Ici, j'ai voulu illustrer un peu les principaux matériaux avec lesquels on va travailler. Donc, imaginez que ici, ça, c'est la croûte terrestre. Puis que dans cette croûte terrestre-là, vous avez du minerai là, qui présente des concentrations soit en métaux ou en minéraux que vous voulez exploiter. Bien, il y a deux façons de les exploiter par l'exploitation minière. Il y a soit l'exploitation par les mines souterraines ou l'exploitation par les mines à ciel ouvert. Lorsqu'on fait l'exploitation de ces mines-là, en fait, on est obligé de miner des roches qui sont dites stériles, c'est-à-dire qui n'ont pas nécessairement un intérêt économique, mais qui vont être excavées puis qui vont devoir être gérées sur le site. Puis il y a aussi le minerai qui va être excavé. Ce minerai-là va être envoyé dans les usines de procédés comme un concentrateur, puis ensuite de ça, on va faire les procédés pour séparer les concentrés qui ont une valeur économique, puis séparer ça de la gangue ou les minéraux qui sont moins d'intérêt. Donc, les concentrés vont s'en aller sur le marché, tandis que les résidus miniers, bien, les résidus miniers, eux, vont rester sur le site minier, vont devoir être, eux aussi, stockés. Ça, c'est les principaux matériaux. Donc, le drainage minier, en général, c'est quoi? C'est qu'en fait, là, ça va résulter de la circulation des eaux de surface et souterraines dans et à travers les résidus miniers qui vont être stockés sur le site minier. Donc, sur le site minier, on va peut-être avoir des parcs à résidus qui vont exister. On va avoir des halles d'astériles aussi qui vont se retrouver sur le site. Donc, ce site-là est exposé de façon
au climat, à la météo. Donc, on va avoir de la pluie. Cette pluie-là peut percoler à travers l'ensemble de ces matériaux-là, mais également, là, si c'est une mine souterraine, peut prendre des chemins dans les mines souterraines. Toute cette eau-là est susceptible là, de se retrouver dans les effluents là, au final, qui vont se retrouver dans la nature. Les résidus puis les stériles là, contiennent évidemment des minéraux. Puis ces minéraux-là ont des propriétés physico-chimiques là, qui vont les caractériser. Puis certains de ces minéraux-là ont tendance à s'altérer, donc quand ils vont être en contact avec de l'eau ou de l'air, bien, on va avoir une altération qui peut avoir une incidence sur la qualité de l'eau. Donc, cette eau-là, cette eau de drainage minier peut affecter les écosystèmes si elle est contaminée. Donc, il est important d'anticiper l'impact de ces matériaux-là sur la qualité de l'eau pour établir les bons procédés de traitement et pour concevoir les ouvrages qui permettront de préserver la qualité de l'eau dans l'environnement. Ça, c'est pour le drainage. Puis, en fait, on pourrait dire qu'il y a 4 types de drainage principaux selon la nature des roches qui sont excavées. Moi, je vais surtout vous parler du drainage minier acide qui est plus problématique parce que l'impact sur l'environnement est plus important, étant donné un pH faible, des métaux qui sont dissous. Des drainages qui peuvent exister, plus alcalins, d'autres types de drainages, des drainages neutres, donc je ne vous parlerai pas de ceux-ci spécifiquement aujourd'hui. Donc ça, c'est pour le drainage minier. Maintenant, le drainage minier acide, c'est quoi? Je vais vous expliquer un peu les processus géochimiques. Comme je vous disais, là, dans les résidus miniers, on peut avoir là, différents types de minéraux. Dans les stériles aussi. Souvent, on peut se retrouver avec la présence de minéraux sulfureux. Puis les minéraux sulfureux, comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure, il y a un potentiel d'acidification. Mais on a aussi d'autres minéraux qui, eux, ont un potentiel de neutralisation des acides, comme par exemple la calcite, l'aragonite, la dolomite. Donc, quand on a un mélange de résidus miniers, on peut avoir un mélange de minéraux avec un potentiel d'acidification, parfois avec un potentiel de neutralisation. Donc, des fois, ça peut rester à l'équilibre. On va se retrouver avec un drainage neutre. Des fois, on va se retrouver avec du drainage acide parce qu'on n'a pas nécessairement de potentiel de neutralisation. Puis inversement. Puis il y a le cas que je n'expose pas ici où il n'y a aucun potentiel d'acidification ni de neutralisation, où finalement, on a un peu du matériel inerte. Donc, il n'y a pas une incidence sur la qualité de l'eau directement. Pourquoi est-ce qu'il y a du drainage minier acide? C'est principalement à cause des sulfures. Le cas typique, c'est la pyrite, donc sulfure de fer, FeS2. Donc, il y a plusieurs réactions chimiques qui vont se produire avec la pyrite quand elle est exposée à l'air et à l'eau. C'est qu'elle va générer en fait de l'acidité, éventuellement former de l'acide sulfurique. Donc, ici, il y a eu plusieurs réactions qui se produisent là, pour expliquer cette acidification-là. Puis, il y a aussi la contribution des bactéries qui va être importante dans la génération du drainage minier acide. Ici, il y a la pyrite, mais il y a plein d'autres espèces de minéraux acidogènes là, qui sont constitués d'autres métaux, donc comme le fer, le nickel, le plomb, l'arsenic. Puis ces minéraux-là, quand ils vont s'altérer puis être en milieu acide, bien, on va pouvoir avoir une dissolution de certains métaux qui, eux, vont avoir aussi un impact là, sur le vivant. C'est pas mal ça pour la réaction d'acidification. Pour la neutralisation, bien là, je vais vous présenter la calcite, qui est le minéral par excellence là, pour neutraliser les eaux acides. Quand ces minéraux-là se retrouvent, quand ce minéral-là se retrouve dans une eau acide, l'acide va réagir avec la calcite pour neutraliser l'eau, former des bicarbonates, etc. Va même pouvoir précipiter là, certains minéraux comme le gypse lorsqu'on va avoir de l'acide sulfurique. Donc, la calcite, c'est le minéral principal qui va avoir un effet de neutralisation dans nos matériaux, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont une incidence aussi sur la neutralisation. La calcite étant le meilleur minéral neutralisant, mais il y en a d'autres là, en ordre décroissant ici qui le sont aussi. Puis on peut voir que, par exemple, le quartz est pratiquement inerte, donc il ne va pas avoir une influence de neutralisation. Donc, on a ces deux types de réactions-là, acidification, neutralisation. Comme je vous parlais tout à l'heure, il y a les stériles miniers et les résidus miniers qui existent sur les sites miniers. Les stériles miniers, généralement, vont subir un concassage qui est relativement grossier. Ils n'auront pas beaucoup de traitement, fait qu'on va se retrouver avec du matériel généralement plus grossier.
qu'on va stocker dans des halles de résidus là, sur les sites miniers. Puis les résidus miniers, eux, vont être beaucoup plus fins, vont passer dans l'usine de traitement, donc peut avoir du broyage, vont subir là, différents procédés qui vont les amener à une granulométrie très, très fine. Puis après ça, ces matériaux fins peuvent être stockés sur les sites miniers. Ici, on a sous la forme sèche ou filtrée, puis ici, sous la forme de pulpe, où carrément, on vient domper le résidu minier sous forme de pulpe là, avec une bonne proportion d'eau. Pourquoi je vous parle de ces deux différents types de granulométrie-là? C'est que la granulométrie va avoir une incidence là, sur la réactivité de ces matériaux-là. Puis, dans le fond, la diminution de la taille des particules par concassage entraîne une augmentation importante de la surface de contact. Donc ici, par exemple, imaginez que c'est une roche, puis si on la concasse un peu, pour une même masse, on va se retrouver là, avec une surface qui est accrue. Puis éventuellement, plus on concasse, plus cette surface de contact-là va être exponentiellement plus grande. Puis ça veut dire que le minéral, ça va accroître les échanges et les interactions entre les matériaux solides, l'air et l'eau. Puis ça va avoir une incidence sur la qualité des eaux. Puis sur la gravité ou l'intensité du drainage minier acide aussi. Fait qu'imaginez, là, ici, c'est une belle image là, qui provient d'un bon livre qui a été écrit là, à l'UQAT. Imaginez là, qu'on grossit là, des particules là, très, très fines là, dans un sable. On peut s'imaginer un grain de pyrite, un grain de calcite, puis un grain, par exemple, de quartz, de silicate. C'est juste pour illustrer que toutes les équations chimiques que je vous ai présentées tout à l'heure, ben, il y a une cinétique là, qui existe par rapport à tout ça. Puis c'est une belle image pour expliquer ça. Puis en fait, on peut voir là, qu'il y a de l'eau interstitielle. Donc ici, il y a l'eau, puis il y a l'air aussi. Donc l'oxygène arrive par l'air interstitiel, puis va se mettre sur phase aqueuse, il va y avoir oxydation, puis tout le déclenchement du drainage minier va s'en suivre. Fait que maintenant que je vous ai expliqué un peu ces cas, je vais vous montrer des exemples. Deux exemples là, à travers le monde. Le premier est en Russie, puis c'est un cas un peu flagrant. D'ailleurs, c'est une des photos qui est utilisée sur Wikipédia. Puis on voit là, ici une image aérienne du panache là, de drainage qui existe, là, qui se répand dans l'étang qui est situé à proximité de la ville de Livica. Donc ça, c'est un minerai, une mine de cuivre et zinc. Donc il y avait énormément de sulfure là, dans ces... qui était exploité dans cette mine-là. Puis en fait, cette mine-là a été exploitée une première fois. Le prix des métaux avait chuté, donc avait été abandonné, inondé. Le prix des métaux a augmenté, donc on a repompé l'eau. Fait qu'on s'est retrouvé avec une mine qui a été inondée à quelques reprises. Puis l'eau souterraine, à partir d'un certain moment, a commencé à sortir avec un drainage miniacide très important. Puis on peut voir sur cette figure-là qu'on est à proximité d'un boisé, puis il semblerait qu'il y a des arbres là, qui sont carrément morts à proximité du drainage, ce qui pourrait être expliqué par l'acidité, puis éventuellement les métaux. Un autre exemple qui existe au Québec, vers Chibougamau, c'est un site, la mine principale, une mine de cuivre or. On a aussi du drainage minier. Là, on a le panache ici de, je crois, ce sont les stériles. Donc, on a un panache là, qui fait à peu près 500 mètres et plus là, de largeur. On peut voir ici les colorations oranges qui sont quand même caractéristiques du drainage minier. Ici, on a une image là, d'un cours d'eau sur le site avec des précipités oranges. Les précipités oranges, dans le fond, c'est dans la réaction d'oxydation, il y a des hydroxydes qui vont se précipiter. Le fer va précipiter, ce qui donne ces colorations oranges-là. Ce site-là, aux dernières nouvelles, là, j'ai pris ça sur le site de Radio-Canada. Le site est en cours de réhabilitation par la firme de génie conseil WSP. Puis au Québec, là, juste pour vous dire, il y a quelques centaines de sites miniers qui sont orphelins, abandonnés, dont plusieurs là, ont des problèmes de drainage minier acide. Puis bon, il y a toutes des équipes qui... Ces sites-là sont pris en charge par l'État puis sont priorisés sont priorisés pour les restaurer en fonction de la gravité de chacun d'eux. Donc ça, c'est deux exemples. Donc ça existe partout, un peu partout où on exploite des métaux. Donc au Québec, là, je vous ai présenté la mine principale. C'est des erreurs du passé, si vous voulez. Ce pas des trucs qu'on veut qui se répètent. Là. Donc l'encadrement est quand même
serrés au Québec là, pour empêcher ça. Je vais vous faire un survol. L'exploitation minière, c'est encadré par les lois et des règlements. Puis, en fait, toutes les activités minières sont soumises aussi à des certificats d'autorisation. Donc, sans regarder là, les trois premiers, il y a la loi sur les mines, la loi sur la qualité de l'environnement, puis le REAFIE qui s'applique sur ces activités-là. Il y a d'autres documents très intéressants comme la directive 019, qui est un outil couramment utilisé là, pour l'analyse des projets miniers pour obtenir là, un certificat d'autorisation. Puis là-dedans, il y a plein d'exigences qui sont détaillées pour les eaux, la gestion des eaux, protection des eaux souterraines, l'environnement sonore, la gestion des résidus miniers, suivi environnemental en période post-exploitation puis post-restauration. C'est un peu les lignes directrices. Puis on définit aussi certains des résidus miniers, là, des résidus à faible risque, lixiviables, acidogènes, cyanurés, contaminés par des composés organiques, radioactifs, inflammables à risque élevé. Bref, on arrive à classifier là, chacun des types de résidus miniers. Puis en fait, en fonction de la gravité du drainage qu'il peut avoir, on va avoir des installations ou des conceptions qui vont à des niveaux de sécurité qui vont empêcher là, de contaminer l'environnement. Un autre guide qui est un guide de préparation pour du plan de réaménagement et de restauration des sites miniers au Québec. Qu'est-ce que je trouve intéressant avec ce guide-là, c'est que, dans le fond, ça indique qu'un plan de restauration doit être déposé et autorisé par le ministère pour tout projet minier de différentes envergures, puis en fait, il va être révisé à tous les 5 ans. Ou il va être révisé également s'il y a des changements dans l'activité minière qui nécessitent là, des changements. Puis en fait, maintenant, on demande une garantie financière qui est exigée, là, qui va couvrir la totalité des travaux là, de réaménagement et de restauration pour l'ensemble du site minier. Donc, on peut se retrouver avec des mines qui avant exploitaient, se retrouver avec des résidus de drainage minier acide qui étaient finalement abandonnés. Un dernier guide, c'est le guide de caractérisation des résidus miniers et du minerai. Donc, c'est prédire le potentiel de contamination puis classer les différents matériaux miniers pour identifier les risques environnementaux. Puis là, ça revient un peu au sujet initial d'évaluer la qualité là, des eaux. Dans ce guide-là, il y a toutes des explications sur comment bien caractériser les résidus. Puis, sans rentrer dans le détail, là, il y a des arbres pas décisionnels, là, mais des séquences là, de caractérisation qu'on doit faire de nos résidus pour arriver à les classer là, selon, par exemple, ici, s'ils sont acidogènes, non acidogènes, ou dans ce cas-ci, là, pour voir si c'est des matériaux à risque élevé, s'ils sont lixiviables, non lixiviables. Donc, à partir de certaines analyses qu'on fait sur notre matériel initial, on est en mesure de déjà évaluer s'il y a un risque pour la qualité des eaux. Puis ensuite de ça, on va poursuivre là, cette caractérisation-là, puis essayer de quantifier ce risque-là un peu plus avec les essais statiques puis cinétiques que je vais vous expliquer brièvement ici. Les essais statiques. Donc, juste pour vous dire, préalablement aux essais statiques, là, notre matériel va être généralement très bien caractérisé. On va avoir sa composition chimique, sa composition minéralogique. On va essayer d'en savoir le plus possible sur ce matériel-là. Puis ensuite de ça, on peut faire un premier essai statique. Puis ici, je montre la méthode de Sobek où, en fait, on identifie là, deux potentiels. Le potentiel de génération d'acide. Donc, par exemple, la présence de pyrite va causer l'acidification. C'est un peu ça qu'on va quantifier avec le pH. Potentiel de neutralisation de l'acide, c'est les minéraux qui vont neutraliser. On va essayer de les quantifier aussi. Puis on va avoir deux valeurs. Puis on peut utiliser ici ce tableau générique-là où, en fait, on vient mettre le potentiel d'acidification en X puis en Y neutralisation. Puis selon les chiffres qu'on obtient, on va avoir soit des résidus générateurs d'acide, des résidus non générateurs d'acide si la capacité de neutralisation de notre résidu est beaucoup plus élevée que le potentiel d'acidification. Puis on a la zone incertaine ici aussi où, en fait, on n'arrive pas à répondre là, simplement avec ces paramètres-là s'il va y avoir un drainage minier acide. Donc, ça, c'est un type d'essai statique. Si on va aller voir un peu plus loin, puis voir la cinétique, comment se déroulent
ce drainage mini-acide-là, on a d'autres types d'essais. Moi, je vais vous présenter les cellules humides dans un premier temps. Donc, ces essais-là visent à prédire le délai de production d'acide et l'évolution de la qualité du drainage dans le temps. Puis ça, ces essais-là permettent d'évaluer des taux de réaction. Puis ça va aussi nous indiquer là, de façon approximative le temps requis pour épuiser les réserves minérales. Comme par exemple, si on avait une certaine quantité de pyrite et une certaine quantité de calcite, on pourrait voir pendant combien de temps est-ce que ces minéraux-là vont pouvoir acidifier ou neutraliser. Puis on peut faire des estimations sur la durée là, des types de drainage qui peuvent se produire. Fait que l'essai en cellules humides, j'ai deux exemples ici. Là. Il y a la grosse cellule humide qui est large et peu profonde où en fait on met des résidus miniers. Les résidus miniers, on préfère avoir une plus grande surface parce que c'est du matériel fin. L'eau va avoir la difficulté à s'écouler. Fait qu'on veut maximiser l'écoulement à travers là, le matériel. Puis on a aussi les cellules humides pour les stériles où en fait, généralement, on va avoir du matériel plus grossier. Il va avoir un écoulement plus rapide, donc on va essayer de prolonger, si vous voulez, la distance de circulation de l'eau pour avoir une meilleure lixiviation de notre matériel. Puis en fait, cette lixiviation-là, c'est grosso modo, à chaque semaine, on a notre résidu, 1 kg de résidu dans lequel qui va être exposé à 3 jours d'air sec, ensuite 3 jours d'air humide, puis à la 7e journée, on va mettre 1 litre d'eau, on va aller chercher l'eau, puis analyser cette eau-là, voir qu'est-ce qui en sort. Puis pourquoi on fait cette différence de cycle-là? C'est pour accélérer les processus d'acidification, puis de neutralisation, puis les processus géochimiques dans notre matériau. C'est un essai normé là, qui peut être utilisé, là, qui est utilisé au Canada puis aux États-Unis notamment. C'est des essais qu'on va faire sur plusieurs semaines, voire 1 an, voire plus. Là, il y a des essais qui peuvent se perdurer sur des années. Puis ici, je montre un exemple là, qui n'est pas relié au cas de Troilus, là, mais où en fait, on a des essais en cellules humides qui ont été faits sur une période de 25 semaines. Fait qu'on peut suivre, par exemple, ici, la valeur de pH. On était dans le cas d'un résidu mini-acidogène, très acidogène, donc on avait un pH de 3 là, qui s'est maintenu pendant toute la durée de l'essai. On peut regarder les concentrations là, de différents composés, soit des sulfates ici ou des éléments chimiques comme le calcium puis le nickel. En regardant ces graphiques-là, on peut voir un peu c'est quoi les éléments qui peuvent être problématiques pour la qualité de l'eau. Puis, comme je vous disais tout à l'heure, on peut évaluer des taux de réaction et des temps requis pour épuiser les réserves minérales. Donc, on peut utiliser ces graphiques-là pour faire une interprétation beaucoup plus poussée du drainage mini-acide, puis je ne m'y attaquerai pas aujourd'hui. Ça, c'est les essais cinétiques en cellules humides. Il existe plusieurs autres types d'essais qui vont utiliser des paramètres différents comme des masses différentes, des granulométries différentes, des volumes différents, des rinçages différents. Donc ici, on a les 3 essais qui sont faits à l'échelle du laboratoire. Si on a des plus petites quantités, on peut travailler en mini-cellules, des cellules humides, des colonnes, donc des plus grosses cellules, mais à l'échelle de plusieurs kilos. Puis sur le terrain, on peut faire des essais en baril, puis aussi des essais là, carrément de parcelles expérimentales. Puis là, on va sélectionner l'essai qui est le plus approprié pour les besoins de la cause, les problématiques. Puis chacune de ces méthodes-là a des coûts différents. Des fois, il faut se rabattre à certaines méthodes qui coûtent moins cher si on n'a pas les budgets. Donc, ça, c'est pour les essais cinétiques. Projet Troilus Gold. En fait, Troilus Gold, c'est une société d'exploitation minière qui est en train de le projet de réouvrir une mine qui existait dans le nord du Québec, qui exploitait l'or et le cuivre. Donc, sur les sites miniers, il existe déjà là, des parcs à résidus, des terrains, des halles stériles. Puis là, les autres sont en train de découvrir des nouvelles ressources. Ils veulent exploiter. Il faut qu'il y a beaucoup de forages d'exploration qui vont être excavés dans le futur. Et puis nous, on travaille avec eux, avec des essais de cellules humides qu'on fait en laboratoire. On a des essais en colonne, donc avec du matériel plus grossier ou des plus grandes quantités qui sont faites sur le terrain. Puis on a aussi, si vous voulez, l'essai cinétique par excellence, où c'est carrément, on va aller voir l'effluent directement sur le site de la mine, à proximité d'une halle stérile. Puis l'idée, là, ça va être de travailler à réconcilier tout ça, voir
si les modèles de prédiction avec une ou l'autre des méthodes là, peuvent être réconciliés, puis, ou peuvent se bonifier l'une et l'autre. En conclusion, l'exploitation d'une mine entraîne l'extraction de stériles et résidus miniers qui peuvent ou non présenter un risque de drainage minier acide. Puis une bonne caractérisation chimique, minéralogique, ainsi que des essais statiques et cinétiques permettent d'anticiper le risque environnemental associé à ces matériaux. Puis finalement, là, les résultats des caractérisations vont aider à la conception d'ouvrages et ou de systèmes de traitement des eaux qui permettront d'atteindre les exigences environnementales de la qualité des eaux lors de l'exploitation, puis après l'exploitation, là, en post-exploitation, puis en post-restauration. Voilà. Merci. Merci, Jean-François. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Oui, Pascal, je vais te donner le petit micro. J'ai une question. Merci pour la belle présentation. Très intéressant. On sait qu'au niveau du bassin de la Bécancour, ce n'est pas le même type de drainage. C'est un drainage de type basique, je pense. Hein. Oui. Puisque on peut atteindre des valeurs de pH 9 dans la Bécancour, enfin en tout cas en amont plutôt. Quelles seraient les espèces qui pourraient être impliquées là-dedans? Tu as une idée, les espèces minérales qui pourraient être dans ce... Parce qu'on parle pour le drainage acide, on parle par exemple de la pyrite. Oui. Dans le cas de la Bécancour, ce serait lesquels? Je ne sais pas. En fait, les gisements ici, c'est des roches très basiques. Là. Je ne connais pas tous les minéraux qui sont présents, mais c'est des minéraux qui, quand vont se dissoudre ou être en interaction avec l'eau, vont générer... vont pas générer l'acidité, vont générer de l'alcalinité. À ton avis, c'est moins dommageable pour l'environnement? Pas nécessairement. Il peut y avoir des métaux qui sont transportés quand même là, dans la Bécancour. Le drainage minier acide, à ma compréhension, c'est que ça va solubiliser, ça va vraiment faciliter le transport des métaux, tandis que ça n'empêche pas que dans des milieux non acides, ça peut se produire aussi. D'ailleurs, il y a du drainage neutre qui existe. Il y a des travaux qui existent pour documenter ces drainages neutres-là qui contiennent des métaux, mais qui ne sont pas nécessairement acides. Ouais. D'autres questions? Super présentation aussi. Je me demandais, tu sais, bon, il y a toutes des études avant la remise en marché, la mise en marche de la mine, mais est-ce qu'il peut arriver des cas où, mettons, le taux de drainage minier acide est vraiment très élevé, puis les coûts seraient trop élevés, puis qu'ils puissent dire, finalement, on ne lance pas la mine parce que ça serait trop d'investissement pour gérer le... Je ne sais pas si c'est clair ma question. Oh, oui. Oui, OK. C'est sûr qu'il y a certains gisements qui peuvent avoir des problématiques qui sont très importantes, puis ça va avoir un coût. Est-ce que ce coût-là va être suffisamment élevé pour empêcher le développement du projet minier? Je crois que c'est possible. Je veux dire, si ce n'est pas possible d'avoir un système de traitement, une conception qui répond aux normes, ça peut être un élément problématique. À ma connaissance, je n'ai pas travaillé sur beaucoup de projets, puis ce n'est pas vraiment arrivé. Souvent, il y a des systèmes de traitement. Pour des problématiques complexes, il va parfois avoir des systèmes de traitement qui vont régler un peu le problème, mais un système de traitement, ça a besoin d'être supervisé par une équipe. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire naturellement de façon... en restauration, ça peut être plus compliqué. Mais dans le fond, les connaissances sont assez avancées pour gérer normalement ce genre de situation-là. Oui, mais il y a de l'innovation, puis il y a des projets... oui, il y a beaucoup d'innovation, des méthodes de disposition. On utilise les propriétés des matériaux. Puis là, je ne m'embarquerai pas là-dedans, ça devient assez vite complexe, mais il y a des méthodes de disposition, des façons d'empiler le matériel qui empêchent, par exemple, l'infiltration d'oxygène ou garde le milieu ennoyé, comme ça, on n'a pas les problématiques de drainage minier. Tout ça s'évalue, mais il y a quand même l'innovation aussi. Merci. Une autre question ici. Oui, super belle présentation. Donc, si j'ai bien compris, mettons qu'il y a un étang là, qui a été contaminé avec des résidus miniers, puis c'est full acide.
là, on arrive puis on met une autre roche, dans le fond, qui a un pH différent, puis là, ça neutralise. Est-ce que c'est quoi, vous arrivez, puis là, vous faites juste tomber ça là-dedans, ou est-ce que vous retirez l'eau, vous la passez à travers un processus contrôlé, puis là, vous rejetez l'eau en nature? Parce que c'est quand même des énormes surfaces là, qui sont contaminées. Donc, comment vous faites pour neutraliser un aussi grand volume sur une aussi grande surface? En fait, chaque cas est spécifique, là, est unique. Là. Le drainage qui a été fait, qui n'est pas contrôlé actuellement, on peut pas réparer ça nécessairement. On va pas enlever l'eau là, d'un site pour le réhabiliter, là, comme si on prenait ici. Là. Généralement, quand la problématique du drainage mi-acide a déjà été entamée, c'est difficile de l'arrêter. On se retrouve avec de l'acidité qui va tout le temps se générer. Fait qu'il faut avoir des systèmes de traitement qui vont se mettre en aval. Mais je ne connais pas tout à fait les cas de réhabilitation, mais généralement, on va pas tout remélanger puis remettre des quantités de neutralisation. Je ne pourrais pas vous répondre plus spécifiquement. Mais on essaie de corriger sans... Des fois, les problématiques ils restent là, puis il faut dealer avec. Ça peut répondre à la question de monsieur. Je sais que dans la région, on a eu un cas que c'est ça qu'on a fait. On a mis là des produits neutralisants vraiment dans le cours d'eau où l'eau traversait, puis ça l'a abaissé, là, dans le fond, ça l'a monté le pH. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour Jean-François? Non? Donc, merci à tout le monde d'avoir été présent. Puis merci Jean-François d'être prêté à l'exercice. Merci.